quelques questions. Allez-y. Emmanuel Todd, je trouve très intéressant votre entrée par la démographie et la question des structures des familles pour analyser les questions de politique nationale et... J'espère que vous avez entendu jusque-là, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais pour analyser les questions de politique nationale et internationale, je travaille moi-même sur les questions de population, donc ça m'intéresse à ce titre, mais ma question n'est pas une question de démographie, c'est une question de politique. D'ailleurs, je pense que c'est difficile de suivre votre raisonnement et vos conclusions sans rentrer par cette méthodologie particulière qui fait votre originalité, mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler de ça, parce qu'en fait c'est très compliqué. Oui. J'ai pas lu votre livre, mais je constate que vous analysez en fait la question de l'islamophobie et de l'arabophobie dans un contexte essentiellement national, il me semble. Or, il y a quand même un contexte international. Enfin, je vais poser ma question. Oui, posez votre question, mais ensuite je vous vois. Il y a un contexte international avec en particulier la montée en puissance de l'idéologie aux États-Unis qui était au gouvernement, qui est sûrement encore dans les administrations du néoconservatisme, qui est une idéologie, comme le dit Alain Grèche, qui est fortement imbibée d'idées religieuses ou pseudo-religieuses, qui postule une espèce d'incompatibilité intrinsèque entre un monde chrétien ou judéo-chrétien qu'on a d'ailleurs inventé il n'y a pas si longtemps et un monde musulman. Il y a un contexte géopolitique international. Est-ce qu'on peut faire l'impasse là-dessus en analysant cette question? Alors, je vais répondre parce que je sais que vous savez. Alors, on ne peut évidemment pas faire l'impasse. Et puis, de toute façon, j'ai eu l'occasion dans le passé de me confronter à l'idéologie de conficisation, puisque avec mon copain Youssef Courbage, on a fait un livre complet qui s'appelle Rendez-vous des civilisations, dans lequel on étudie dans le détail la modernisation démographique du monde musulman, qui est un ouvrage qui était très explicitement tourné contre la théorie du choc des civilisations. Donc je sais que le monde extérieur existe, je veux dire, je n'aurais aucun mal à analyser sur le plan international l'une des dimensions du délire. C'est un problème de psychiatrie sociale, c'est toutes les thématiques de l'Occident agressé. Je veux dire, qu'on va dénoncer quand on voit ce qui a été fait au Moyen-Orient. Si on compte les morts, honnêtement, voilà. Mais moi, ça m'intéresserait d'ailleurs sur le plan psychiatrique. Comment est-ce qu'on arrive à s'entretenir dans un état d'esprit d'un monde musulman agresseur? Si on voit que la guerre d'Irak, si on compte en centaines de milliers de morts, enfin bon, tout ça, mais j'ai pas parlé de ça. C'est pas tellement parce que c'est trop compliqué, c'est que ce que je voulais faire dans ce livre, c'était vraiment découpler, au contraire. Découpler les problèmes de la société française de ces problèmes géopolitiques et montrer, de toute façon, ces interactions géopolitiques, il y a des tas d'autres gens compétents qui le font utilement. Mais pour moi, la priorité, c'était de centrer sur la dynamique interne de la société française. Et peut-être aussi parce qu'on a atteint un moment où ça devient suffisamment grave en France pour des raisons de dynamique interne. C'est-à-dire, il y a certainement une époque où on aurait pu dire que les Américains faisaient n'importe quoi. J'ai aussi écrit un livre qui était censé être un classique d'anti-américanisme après l'Empire. J'ai donné, donc, ces trucs-là, je n'ai pas montré pas de blanche. Mais là, je pense que la priorité, actuellement, en France, ça devient tellement sérieux en France, avec les niveaux d'islamophobie,
l'apparition, le retour de l'antisémitisme, d'un autre antisémitisme, je veux dire, qui n'est pour moi que superficiellement, je veux dire, qui est dans les banlieues, mais qui quelque part renvoie à autre chose. Moi je travaille sur je me demande si l'islamophobie des classes moyennes n'est pas simplement une mutation de l'antisémitisme d'avant-guerre dans les classes moyennes. Ça devient tellement sérieux en France que l'important est de se mettre dans une posture critique sur nous-mêmes. Que ça ne suffit plus vraiment. L'urgence, ça n'est pas de critiquer les Américains, ça n'est pas de s'intéresser au conflit israélo-palestinien, ça n'est même pas de s'intéresser à l'ISIS, etc., malgré les phénomènes de gens qui vont là-bas, c'est de voir ce qui cloche dans la société française et de comprendre que les classes moyennes françaises sont tentées par la singlitude, si on peut dire. Je ne pourrais pas dire sont en train de devenir cinglés. Alors par contre, dans le livre que vous n'avez pas lu, je suis tellement... Et en plus, vous, c'était bien parce que vous l'avez pas lu, mais la question était plutôt gentille. Je suis d'habitude, quand un mec me dit « j'ai pas lu votre livre », c'est terrible ce qui vient. C'est des insultes qui suivent. Donc là, c'était plutôt sympa. Mais dans le livre, il y a... je dis bien, alors je le dis parce que c'est vrai, mais c'est aussi avec une certaine malice, pour tenter de ridiculiser l'adversaire, c'est que pour moi, le cœur de l'islamophobie européenne n'est même pas en France. C'est-à-dire que je reprends tous les cas antérieurs. D'ailleurs, j'ai failli trahir mon âge réel, j'ai failli dire Harakiri. Charlie Hebdo a embrayé sur ces histoires de caricature de Mahomet à la suite de ce journal danois. Le premier assassinat d'islamophobes, si on peut dire, c'était aux Pays-Bas. Le mouvement Pegida islamophobe explicitement, qui vient d'avoir quelques bons résultats électoraux à Dresde, etc., c'est dans l'Allemagne protestante. Et donc j'ai localisé le cœur de l'islamophobie le plus actif et le plus créatif dans la partie protestante de l'Europe. Ça c'est nous quand même, puisqu'on est en Europe. Hein, et le catholicisme zombie est le cœur de la zone euro quand même. Donc là, vous voyez, ça je pense qu'il faut... je pense que c'était utile, de même que j'ai de longs développements dans le livre sur la querelle de la circoncision en Allemagne, qui est en vérité quelque chose de stupéfiant. Je ne sais pas si vous connaissez le nom, vous ne connaissez pas l'histoire, parce que vous n'avez pas lu le livre. Je veux dire, cette histoire de ce gamin d'origine tunisienne dont on a raté la circoncision, le médecin a d'abord été pourchassé, puis relaxé, mais il y a eu un jugement. Enfin, les Allemands se sont, avec le sens de l'humour qui les caractérise, énormément inquiétés de la sécurité matérielle et psychologique des enfants d'origine musulmane et juive. Quand on dit comme ça, c'est hallucinant en fait. On pense. Je veux dire, ils sont. Bon, et donc, c'est intéressant parce que là, on voit bien l'interaction entre islamophobie et l'antisémitisme. Pour moi, le dernier truc n'est pas dit dans ce rapport entre l'antisémitisme et l'islamophobie, et parce que on parlait tout à l'heure des genres d'antisémitisme, etc. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Alors là, pour le coup, je veux bien faire un peu de théologie pour dire qu'il n'est pas concevable que de l'antisémitisme dans des populations d'origine musulmane soit la même chose que de l'antisémitisme dans des populations d'origine bourgeoise catholique. Pour des raisons très très simples. Quand on lit le Coran, la proximité en fait de l'islam au judaïsme en termes théologiques est beaucoup plus grand qu'entre le christianisme et le judaïsme. La nourriture des juifs est licite pour les musulmans. Donc il y a tout un élément de distanciation, d'étrangeté, de distance de l'autre qui n'existe pas entre les religions juives et musulmanes. Donc ça ne peut pas être la même chose. Merci.
D'accord, sur l'idée plutôt de flash totalitaire en ce moment, justement en voulant citer la phrase d'Hollande, Panthéon, qui je pense a été vraiment laissé de côté en fait et qui quand même mérite son pesant d'or en fait dans cette idée d'intégrer tout le monde à ça. Enfin moi j'ai un peu vécu parce que cette année j'étais étudiant à l'ESP et c'est vrai que on a vraiment vu une hystérie en fait à ce niveau-là. Enfin l'ESP c'est les ex-UFM, c'est le renfort des enseignants. Et là c'était vraiment un phénomène hystérique quoi. Et c'est vrai que dessus en fait, enfin sur la question de Charlie, tout le monde le sait quoi, enfin toute pensée autre que celle du gouvernement est proscrite. Et c'est pour ça que vraiment votre ouvrage est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est qu'il donne enfin un cheminement en fait de réflexion sur ce qui a amené à ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout moi, je vois beaucoup plus loin en fin de compte sur ce qu'est Charlie. Il est d'ailleurs assez riche et mérite d'être relu plusieurs fois, d'être compris correctement, je pense. Et j'ai juste abordé en fait un aspect particulier de votre livre, c'est sur la question justement, on va parler un instant de l'antisémitisme, et de voir en fait que, alors l'impression que j'en ai eue en fait en ayant lu votre livre, c'est que vous partez, on va dire, d'un schéma de réflexion un peu singulier avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, pour en arriver quand même à une conclusion à laquelle je suis d'accord, c'est-à-dire que antisémitisme et islamophobie en fait sont liés, sont de même, on va dire, du racisme, pour citer justement un ouvrage préfacé par Dylan Halimi sur l'islámophobie et l'islamophobie. Et est-ce que peut-être cette question, la question d'antisémitisme, moi de l'impression que j'en ai en fait de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est de mes études d'histoire à l'université, c'est qu'en fait elle n'a pas été réglée après 1945 en France, ou du moins très partiellement réglée. Et comme aujourd'hui, en fait, la France a du mal à se regarder en fait par rapport à son passé, par rapport à son histoire coloniale en fait, et de fait a du mal à se projeter en fait dans l'avenir. Et c'est de voir en fait si cette question en fait qui est pas forcément, je sais plus si elle est développée dans le livre d'Halimi, mais allez-y, excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est philosémitisme est pertinente en fait aujourd'hui pour parler, on va dire, on parle de néo-république, on parle de néo-résistance, on peut pas parler de néo-antisémitisme en fait aujourd'hui en France par rapport à ça, qui vient justement des classes moyennes et qui irrigue à travers l'antisémitisme ancien la société. Simple, je voudrais savoir d'où vous tenez vos statistiques des mariages mixtes, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques normalement en France, et la grande majorité des mariages mixtes aujourd'hui, c'est le fait de jeunes qui sont franco-français en fait. Donc comment est-ce qu'on calcule les mariages mixtes? Je continue? Oui. Alors, question plus compliquée, je vais avoir plus de mal à la formuler. Je voudrais comprendre votre raisonnement par rapport aux catholiques zombies et à la crise profonde religieuse dont vous parlez. Donc les catholiques zombies sont des catholiques qui ne sont plus catholiques, en tout cas ils n'ont plus la foi, ils sont dans l'indifférence religieuse, et en même temps vous décrivez une crise profonde religieuse. Donc est-ce que vous regrettez que ces catholiques aient perdu d'une certaine façon la foi? Qu'est-ce qui serait l'alternative qu'est-ce qui serait le fait de sortir d'une crise religieuse? Voilà, c'est ma question. Vous commencez votre livre avec un vers de William Black, vous parlez de Dieu. J'aimerais comprendre le truc entre les deux là. Voilà. Merci. J'ai l'impression, je ne suis pas du tout théoricienne, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le discours qu'on entend dans les médias est un discours binaire entre d'un côté les islamophobes, qu'on entend aujourd'hui, qui vont de l'échiquier, qui transpercent tout l'échiquier national politique, et en face, on a peut-être un discours de condamnation de l'islamophobie qui se situe, j'ai l'impression, sur un registre un peu victimaire, mais je peux me tromper. Et ma question, c'est comment défendre l'islam, les populations musulmanes, autrement que par la critique et la dénonciation de l'islamophobie. C'est-à-dire par un discours en fait positif sur ces populations-là. Merci. Oui, alors je trouve ici très intéressant
effectivement cette entrée par le catholicisme zombie, c'est l'attaque par les classes moyennes. C'est intéressant, c'est très enrichissant parce que c'est nouveau, c'est différent de ce qu'on a l'habitude d'apporter, etc. Ceci étant dit, je trouve qu'il y a une dimension peut-être un peu miraculeuse de la manière dont l'islamophobie vient aux classes moyennes dans votre analyse et dans votre construction. C'est-à-dire que tout se passe un petit peu comme si, vous avez dit vous-même à un moment donné que vous étiez un peu spontanéiste, donc vraiment il y a une espèce de spontanéisme. Les classes moyennes, quand on leur enlève Dieu, la croyance, le transcendant, elles deviennent islamophobes, ou judéophobes, ou antisémites, enfin selon ce qui se présente. Voilà, comme si c'est une espèce de génération spontanée. Voilà, selon ce qu'il y a un magasin. Par le passé, ça a été les juifs, maintenant c'est les musulmans, enfin voilà, éventuellement les roms, les noirs, enfin, il peut y avoir d'autres choses. J'imagine qu'il y a de la place pour ça dans votre construction. Ceci étant dit, ce spontanisme me trouble, me paraît un peu, c'est-à-dire faire complètement abstraction de la manière dont ça vient. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait bien que c'est pas de la génération spontanée, on sait bien que l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie sont venus d'en haut, hein, donc parlant de transcendance, c'est-à-dire que c'est d'abord des constructions scientifiques, ou prétendument scientifiques, mais au moment où ça se construit, c'est scientifique, c'est conçu comme tel, hein, à la fin du XIXe siècle. C'est venu, vous faites complètement abstraction. Alors j'entends que votre aveu de faiblesse politique, mais enfin, sur la question politique, en même temps, voilà, on voit bien, comme ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, la manière dont les élites politiques et éventuellement médiatiques peuvent avoir éventuellement intérêt à canaliser cette spontanéité des classes moyennes. Enfin, ça peut être intéressant en temps de crise pour des élites telles et telles, que l'attention se focalise plutôt sur ça que sur le mot, etc. Voilà, je ne veux évidemment pas être trop longue. Et ma deuxième question, c'est, vous avez évoqué votre famille juive, et vous avez dit que l'histoire de votre famille était plutôt sympa. J'en suis ravie pour vous. Moi-même, j'essaie d'aller un peu vite. Hein, il faudrait évidemment s'attarder là-dessus. Je viens aussi d'une famille juive, probablement beaucoup moins bien assimilée que la vôtre, et je trouve que l'histoire de ma famille n'est pas très sympa. Donc du coup, la question de l'assimilation, enfin votre amour pour l'assimilation, étant donné, enfin, peut-être vient de la sympathitude de votre famille, mais il me semble que justement le fait qu'il y ait eu à partir de 1928 dans votre famille des mariages mixtes, enfin voilà, qu'il y a une grande assimilation chez les juifs de ce pays depuis, à partir du moment de l'émancipation en 91 et puis voilà, aurait plutôt tendance à montrer qu'il y a un échec de l'assimilation. Hein. C'est un vieux topos du discours sioniste notamment, je ne tomberai pas dans ce versant-là, mais malgré tout, il faut bien reconnaître qu'il y a l'assimilation. L'histoire des Juifs au XXe siècle montre que l'assimilation, c'est peut-être pas la panacée, ou en tout cas pas telle qu'on l'a connue, donc c'est pas forcément un modèle. Voilà, donc j'étais un petit peu étonnée par la manière dont vous parliez de votre histoire familiale en rapport avec ce très fort engagement pour l'assimilation. Relativement. Très bien. Vous précisez que selon vous, il ne peut pas y avoir de point de jonction entre l'arabophobie populaire et l'universaliste. De l'autre côté, la xénophobie non différentialiste qui donne lieu à l'islamophobie dans le milieu populaire. À travers votre raisonnement, est-ce que vous n'invisibilisez pas un point de jonction qui est possible à travers la question blanche, notamment? Et est-ce que vous ne pensez blanche? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne puisse dissocier l'islamophobie de cette question blanche? Et est-ce qu'on ne peut pas supposer que cette question blanche soit également un facteur de mobilisation de cette islamophobie à travers les classes sociales? Voilà. Bon, oui. Bon, là, il y a tellement de trucs. Bon, je pourrais parler 2 heures, mais sans
sans bien m'entendre dire, il y avait des questions de totalitarisme et de... je veux dire, sur les... Je voudrais dire rapidement que j'ai parlé de flash totalitaire parce que je pensais que la France n'était pas... n'a pas en elle-même ce qu'il faut dans ses structures fondamentales, familiales, anthropologiques, religieuses même. Elle n'a pas ce qu'il faut pour produire du totalitarisme de longue période. C'est-à-dire, elle peut produire un régime autoritaire, oui, mais la culture centrale du pays est vraiment libérale, bordélique comme il faut, et je ne pense pas que la France soit capable de faire mieux que les régimes de Napoléon Ier, Napoléon III, qui j'oublie, Vichy. Non, mais Vichy, il y avait l'armée allemande quand même, donc c'est un peu différent. Il faut être bon, alors rapidement, avant d'oublier la question sur la mesure des taux de mariage mixte, c'est très spécifique. Hein. J'ai mentionné tout à l'heure les enquêtes de 1992 et de 2008-2009. Bon, c'est vrai que la tradition française, qui est une bonne tradition, c'est de ne pas pratiquer la statistique ethnique, mais c'est quand même bien de savoir ce qui se passe. Donc en fait, le gros de l'activité administrative est aveugle à tout ce qui est ethnique et religieux, mais de temps en temps, on fait une enquête qui, par des moyens indirects, en posant des questions sur les parents, permet de savoir où on en est pour les mariages mixtes, indépendamment des questions de nationalité. Ça me paraît très bien comme ça, il ne faut pas en faire plus, on voit à peu près ce qui se passe, mais ça, on n'a pas une pratique administrative qui fait du bourrage de crâne sur l'origine à l'infini. Alors, il faudrait me rappeler les questions rapidement au fur et à mesure, parce que c'est très bien toutes ces questions qui arrivent, mais c'est quand même, comme toutes sont très riches. Sur la question de... Il y avait une question, oui, c'était à la suite de ces histoires de statistiques ethniques, sur la question... Il y avait beaucoup de questions quand même, il me semble, qui exigeaient de moi... comment on dit? Alors là, la phrase idiote qui à l'esprit, c'est la plus belle femme du monde ne peut noter que ce qu'elle a. Et en l'occurrence, il y avait une exigence d'analyse complète et une exigence de solution complète, etc. Ça, je n'ai pas. C'est-à-dire que sur les questions de croyances religieuses, oui, alors, moi, tout ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faut prendre la religion au sérieux, surtout quand elle disparaît. C'est déjà pas mal, en fait. C'est-à-dire déjà essayer de sortir les gens de l'idée que c'est extrêmement facile et sympa, dans toutes les dimensions, de sortir d'un système religieux, ça me paraît quand même une contribution importante au débat. Savoir simplement d'être alerté au fait que toute population qui voit s'effondrer son système religieux est en état d'instabilité métaphysique et politique, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, et j'ajoute juste, je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair que c'est pas moi qui vais donner la solution métaphysique, j'ai pas une grosse vocation prophétique, je n'ai pas l'intention de fonder une nouvelle religion, ou une nouvelle morale civique, ou je ne sais quoi. Tout ce que je dis, c'est que le temps que la société retrouve ses marques, ça serait bien que les gens ne soient pas en plus en insécurité économique. Et donc, paradoxalement, pour moi, le diagnostic de crise religieuse mène à l'idée d'une urgence de solution économique. C'est un peu paradoxal, en fait, parce que là, on peut agir. Il faut me rappeler les autres questions, là, parce que je suis bien sûr. Qu'est-ce que devient une société qui perd ses fondements religieux? Est-ce qu'on connaît des sociétés qui ont vécu avec pas de fondements religieux c'est la question. C'est-à-dire que... alors, les pays protestants, bon, la France s'est déchristianisée en deux phases que j'ai décrites. Les pays protestants se sont déchristianisés tous d'un coup, hein, dans la période 1880-1930. J'ai mentionné l'Allemagne, mais ça serait vrai de l'Angleterre. C'est pas tellement moins vrai des États-Unis, contrairement à ce qu'on dit, puisque le gros, au-delà de toutes les serments sur la Bible et de tout ce qu'on dit des fondamentalistes américains, la société américaine est profondément laïcisée, le Japon est totalement laïcisé, enfin le
la Russie, il n'y a aucun revival religieux sérieux là-bas. Donc on a, il y a d'autres mondes, simplement, j'avais parlé de la séquence 1880-1930, c'est long, hein, c'est quand même un demi-siècle, qui mène au nazisme. On a retrouvé un équilibre au lendemain, ou un équilibre apparent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au stade actuel, tout ce qu'on peut dire, c'est que le monde développé a été stabilisé pour un peu plus d'un demi-siècle par le niveau d'horreur atteint pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui se passe quand s'effacent, je veux dire, les souvenirs de ce traumatisme et quand s'efface le bon contexte économique de reconstruction, les tremblements, etc., j'en sais rien du tout. On n'a pas de... Je veux dire, c'est nouveau, c'est là que l'histoire devient difficile. Si vous êtes... quand je travaille avec Youssef sur la transition démographique dans les pays musulmans, c'était relativement simple pour moi de dire bah, écoutez, donc là tout le monde est en train de s'exciter sur l'islamisme, sur le terrorisme, etc. Donc, comme c'est des pays qui, en termes d'élévation des taux d'alphabétisation, de baisse de la fécondité, ont un certain nombre de décennies de retard sur les pays européens, depuis des siècles, ben, on a le modèle de ce qui s'est passé avant en Europe pour faire des prédictions. Donc on peut dire, bah oui, ils sont dans une crise de transition, on n'a pas d'exemple de pays européens, je veux dire, où la fécondité est baissée, où les croyances religieuses se sont effondrées, où les taux d'alphabétisation ont augmenté brutalement. On n'a pas d'exemple de pays européens qui étaient complètement paisibles dans cette phase. Il y a eu le processus révolutionnaire, etc. Et on peut, j'étais même à faire, au terme d'une longue négociation avec Youssef, à dire, bah oui, d'ailleurs, je vois, il me semble bien qu'en, je ne sais plus si c'est dans le livre ou si c'est lu après, c'est qu'en Iran, actuellement, dans la mesure où on n'a jamais vu de pays avec une fécondité inférieure à 2 qui ait gardé ses 2 enfants par femme, qui ait gardé ses croyances religieuses, il est probable que l'Iran, actuellement, a déjà atteint le stade de la désislamisation, en fait. Des choses comme ça, en fait, ou la sécularisation dans un contexte musulman. Tout ça, je peux le dire avec un certain niveau de confiance, parce que ce sont des pays qui sont en rattrapage. Mais dès qu'on commence à travailler sur ce que j'appelle les pays qui sont sur la ligne de front, c'est-à-dire les pays qui font la modernité, l'Amérique seule jusqu'à très récemment, puis l'Europe quand elle l'a rattrapé dans les années 80-90, et le Japon, on n'a pas de... Par définition, on n'a pas de pays qui sont... Donc là, la prospective devient vraiment difficile. Et ce qui est quand même un peu inquiétant, au stade actuel, je suis au milieu d'un livre que j'ai interrompu, où je réfléchis sur ces pays les plus avancés, dans une perspective anthropologique, c'est que d'abord, on a vraiment le sentiment qu'il n'y a aucun de ces pays qui va très bien, que ça soit à travers des phénomènes de fécondité ultra basse, de populations qui ne se reproduisent plus, et puis ce sentiment qu'on a un peu partout de remonter, en fait. C'est le sentiment que j'avais quand j'ai traversé plusieurs phases sur les États-Unis. J'étais très critique, et puis avec Obama, j'étais plus pessimiste. Puis là, quand on revoit le racisme américain, on a l'impression un peu l'impression qu'aucun pays n'arrive à sortir de... Enfin, il y a quelque chose de... Mais je ne sais vraiment pas. Hein. C'est vraiment... mais je m'étais fait virer d'une émission de France Culture où il fallait avoir un avis sur tout, parce que souvent je disais, mais je ne sais pas, moi j'ai rien à dire là-dessus. J'ai oublié des questions, oui, sans doute. La question blanche. Ah, la question blanche. Alors, je ne suis pas du tout sur les... je ne suis pas du tout... pour moi... Alors, j'ai vu hier à la télé un film avec Eboué, là, Casse départ. Non, mais... non, mais ne soyez pas choqués, ne soyez pas choqués. Je suis un type sérieux. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a ramené à... Je sais pas, ça m'a lancé dans une méditation sur les horreurs de l'esclavage.
que c'est pas l'un de mes sujets de recherche. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être spécialiste de tout, ça n'existe pas. Hein. Et j'avais été assez peu sensibilisé à ça parce que l'une des caractéristiques de la France, justement, quand on la compare au monde anglo-américain, c'est un truc qui est avéré, c'est encore une fois, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de racisme anti-noir, anti-jaune, anti tout ce qu'on veut en France. Des plaisanteries stupides, j'ai pas dit ça du tout. Mais si on se met dans un cadre comparatif par rapport au monde anglo-américain, et quand on sait ce que sont les attitudes américaines, par exemple, par rapport aux Noirs, je veux dire, c'est vraiment pas la question prioritaire en France. C'est-à-dire, si vous prenez... Non, mais je vais vous donner un ton tout de suite. Non, mais je suis... Non, mais... Je veux dire, vous voyez, je veux dire, j'ai bien dit, je ne suis pas... Si vous voulez, quand vous travaillez sur ces questions-là, pour moi, l'erreur méthodologique fondamentale, c'est d'évaluer les problèmes qui se posent par rapport à un monde idéal, je veux dire, où tout le monde serait merveilleux, où les processus migratoires ne poseraient aucun problème, où personne n'aurait aucun sentiment négatif en voyant arriver des gens ayant des mœurs différentes, une apparence physique différente, une sorte de monde idéologique, en fait, d'utopie, où l'homme serait juste bon, il n'y aurait aucun problème. Moi, je regarde ce qui existe. Tous les problèmes, dans toutes les sociétés confrontées à des problèmes migratoires ou à la perception de nouvelles différences sur un processus, etc., toutes ont des réactions stupides, toutes ont des réactions racistes, il y a partout des problèmes. Ouais, c'est ça mon cadre de référence. Bon. Et quand vous comparez les taux de mariage mixte, je suis désolé, je le note dans le bouquin d'ailleurs, un des trucs qui sortait dans la dernière enquête de l'INEM, c'est que le taux de mariage mixte des femmes d'origine africaine noire en France est extrêmement élevé très vite. Et ça, c'est l'inverse de l'Amérique. Et au-delà de tout ce qui est dit, c'est un cycle avec tout à fait caractéristique dans la durée de ce que, au-delà des apparences, au-delà de ce que vous vivez, avez vécu, etc., je veux dire, la question de la couleur n'est pas fondamentale pour la France. C'est même l'une des bizarreries de la France, parce que l'une des réalités de la France actuelle, quand on se balade, ce qui évolue le plus vite, c'est la couleur des gens. Je veux dire, il y a une immigration africaine extrêmement importante. On voit, alors avant c'était Paris, puis maintenant on va en province, on voit une sorte de phénomène de diffusion de populations d'origine africaine. Et ce qui passionne les gens, c'est l'islam. Je veux dire, les Américains ne seraient pas dans un truc comme ça s'ils voyaient augmenter le nombre des Noirs. Vous voyez, donc il y a vraiment un paradoxe, c'est un truc qu'il faut accepter sur un plan empirique. Et ça ne veut pas dire que les Français sont sympas ou parfaits et qu'on n'entend pas des blagues racistes. Mais ce n'est pas une passion dominante. C'est pas une passion dominante.